C'est parti pour 20 minutes et c'est vous bien entendu qui avez la parole pour interpeller François Fillon sur le ou les thèmes de votre choix. Bonsoir Monsieur Fillon. David Pujadas l'a dit, je suis élu de Lorraine, vous le savez, une terre où les hommes et les femmes ont fait beaucoup de sacrifices pour notre pays, pour la France. Je crois en la valeur de l'engagement politique et j'aurais aimé débattre avec vous projet contre projet, avec le candidat de la droite républicaine et sans autre considération que l'intérêt général. Mais je dois le dire, aujourd'hui, je m'interroge. Bien sûr, je suis une élue, mais je pense que beaucoup de Français, qu'ils soient de droite, de gauche, du centre, sans appartenance politique, partagent ces interrogations et ces doutes. La probité des représentants politiques, ce n'est pas une question annexe, c'est le cœur de la démocratie. Votre programme, il est très dur. Il est très dur avec les plus faibles de nos concitoyens. Et il est très faible, très complaisant avec les puissants. Quelle est la légitimité aujourd'hui pour une personne qui est mise en examen, notamment pour détournement de biens publics, Monsieur Fillon, d'exiger des Français des efforts inconsidérés, de réclamer la tolérance zéro et de prétendre représenter la France à l'étranger? Comment voulez-vous être crédible lorsque vous parlez de purge sans précédent sur les services publics, sur l'hôpital? Sans précédent, c'est vous. C'est la conséquence de votre programme. Sur l'hôpital, on l'a vu tout à l'heure dans ce reportage, sur l'école, sur les retraites, sur la santé. Alors, je voudrais donner un exemple et commencer par là, un exemple de l'injustice flagrante de votre programme, mais aussi de son inefficacité et au fond de son irréalisme. Vous semblez déconnecté de la réalité, Monsieur Fillon. Vous prônez des économies massives, elles sont irréalisables sur les 5 ans. La seule recette que vous demandez concrètement, c'est une augmentation de 2 points de la TVA immédiate, donc pour tous les Français, l'impôt le plus injuste. Et qu'est-ce que vous voulez faire avec cette augmentation de l'impôt pour tous les Français? C'est financer des cadeaux fiscaux pour les plus riches de nos concitoyens avec la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune. Alors peut-être sur ce point... Non mais c'est dommage que vous voyez aussi caricatural. Pourquoi récidiver? Ces recettes n'ont pas marché de 2007 à 2012. Pourquoi récidiver? D'abord, j'ai beaucoup de respect pour vous, comme vous le savez. Et je trouve que cette caricature est pas digne de votre capacité d'analyse. Premièrement, moi je respecte la justice. Si je respecte la justice, si vous respectez la justice, vous respectez ma présomption d'innocence. La deuxième chose que je veux dire, c'est que j'ai dénoncé tout à l'heure les manœuvres qui ont conduit à cette situation. Et j'ai appelé à l'ouverture d'une enquête sur les agissements du cabinet noir qui vient d'être dénoncé dans un livre. Vous verrez, les allégations sont extrêmement sévères. Ça, c'est pour la première partie de votre intervention. Monsieur Fillon, n'agitez pas la théorie du complot. Moi, non seulement dans la justice de mon pays, mais aussi dans la liberté de la presse. Non seulement je l'agite, mais je vais aller jusqu'au bout et il y aura des enquêtes et je veux que la lumière soit faite sur la manière dont cette opération a été engagée contre le candidat qui représente les possibilités d'alternance dans notre pays. La deuxième chose que je veux dire, la deuxième chose que ce soit le Mediapart ou du Canard enchaîné, elles ont touché aussi bien des responsables de gauche que des responsables de droite. Et avec l'enchaînement qui s'en est suivi, bien sûr. Et la veille de l'élection présidentielle, bien sûr. Mais parlons de l'injustice. Alors on va parler maintenant. La deuxième chose qui est juste avant, pardon, parce que ce qu'a dit Aurélie Filippetti, c'est sur l'autorité, votre autorité pour imposer des efforts. Mon autorité, M. Pujadas, à partir du moment où je suis innocent, cette autorité, elle ne peut pas être mise en cause. La deuxième chose, c'est que l'autorité du président de la République, elle dépend du suffrage universel. Voilà. C'est les Français qui élisent le président de la République. C'est pas les juges et c'est pas les journalistes. Sur le programme maintenant, pourquoi je veux augmenter la TVA? Je veux augmenter la TVA pour baisser les charges qui pèsent sur les salaires, pour augmenter le salaire net des Français, pour permettre que la protection sociale soit financée par la consommation, qu'elle soit financée pour une part par les exportations, par les importations, et pas par le travail, justement. Et donc, d'ailleurs, M. Langlais l'a montré tout à l'heure, même si il trouvait que les chiffres étaient insuffisants, ce que je propose, c'est un gain de pouvoir d'achat pour les salaires les plus bas.
Parce que les charges qui pèsent sur les salaires... 1% pour les salaires les plus bas, 25% pour les gens qui ont 200 000 euros de revenus. Les salaires vont augmenter, les salaires nets vont augmenter. Donc votre argument sur la TVA, il n'est pas juste. La TVA n'est pas là pour financer la baisse de l'ISF. La TVA, elle est faite pour financer la protection sociale des Français. Pour avoir un système de protection sociale qui ne soit plus basé seulement sur le travail. Parce qu'un système de protection sociale basé sur le travail, ça conduit au chômage, ça conduit à l'exclusion des Français. C'est la TVA sociale que vous avez faite sous Nicolas Sarkozy. Absolument, que vous avez annulée, qui a été votée à la fin de l'année 2011, qui ne s'est donc jamais appliquée, que vous avez supprimée en arrivant pour augmenter la TVA quelques mois plus tard. Car je vous rappelle que vous avez augmenté, le gouvernement dans lequel vous étiez, même si le budget de la culture, quand vous étiez ministre, a baissé comme jamais dans l'histoire de la Ve République. Je pense qu'avec la purge que vous préparez sur le budget de l'État... parce que justement, je ne ferai pas de baisse sur le budget de la culture comme celle qui a été pratiquée par votre gouvernement. Avec la purge que vous préparez sur le budget de l'État. Laissez-moi répondre. Il n'y a pas de purge. Laissez-moi répondre non, un parce instant. que vous parlez de purge. Vous me parlez du ministère de la Culture. Elle vous répond. Allez-y, Aurélie. Vous vous souvenez, 2% de baisse du budget. Attendez, elle vous répond. Une purge sans précédent sur le budget de l'État. Vous allez exiger 42 milliards d'économies sur le régalien, enfin sur le non régalien, pardon, c'est-à-dire tous les ministères qui ne sont pas la défense, la sécurité, la justice, si j'ai bien compris votre programme. On est à 35 milliards d'économies sur l'ensemble de la sphère de l'État. Ça veut dire que tous les autres ministères vont être impactés. Et le ministère de la Culture sera durement impacté, ainsi que les autres ministères. Mais surtout, ces recettes que vous donnez, la augmentation de la TVA, les cadeaux fiscaux qui sont faits aux plus riches, parce que j'ai parlé de la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, il y a aussi la diminution de l'impôt sur le capital, il y a aussi le relèvement du quotient familial. Tout ça coûte très cher. Et les gens qui sont les plus aisés dans notre pays, ce ne sont pas ceux qui consomment le plus quand on leur donne un petit plus de pouvoir d'achat. Vous voyez quelqu'un qui est dans la difficulté, quelqu'un qui gagne le SMIC, et qui travaillent dur, parce que les gens qui gagnent le SMIC travaillent dur. C'est pour ça qu'ils auront une augmentation de salaire. Quand on leur donne des bonus, comme nous le souhaitons le faire avec Benoît Hamon, eh bien, ils le consomment. Vous, ce que vous allez faire, vous prétendez donner 350 € d'allègement de charges à tous les Français, c'est-à-dire pas seulement aux petits salaires, mais à tout le monde. Et vous ne dites pas comment vous allez financer cela. Si, bien sûr. Bien sûr, c'est financé dans mon programme, notamment par l'augmentation de la TVA. Voilà, pardon, on ne va pas rentrer dans des débats très techniques. L'augmentation de la TVA ne peut pas tout financer. Je dis ça pour l'augmentation de la TVA, c'est 13 milliards d'euros. Oui, la baisse des charges que je propose, c'est 7 milliards et demi d'euros. La suppression de l'ISF, ça coûtera 5,2 milliards. Oui, mais ça rapportera beaucoup, madame. L'augmentation du quotient familial, ça fait 800 la baisse de l'impôt sur le capital. Donc vous ne pouvez pas financer votre la réponse de François Fillon là-dessus. Vous êtes dans l'est de la France, vous êtes donc proche d'un pays voisin qui s'appelle l'Allemagne, qui a pratiqué exactement la même politique. Augmentation de la TVA, augmentation un peu des horaires de travail de la fonction publique, assouplissement du marché du travail. Résultat, c'est un pays qui est au plein emploi. Moi, c'est ce que je veux pour mon pays. Je ne veux pas qu'on continue à traîner une situation dans laquelle on a 6 millions de chômeurs, on a 9 millions de pauvres. Vous êtes satisfaite avec cette situation? Vous trouvez que le bilan du gouvernement de François Hollande est formidable? Vous avez créé 1 million de chômeurs entre 2007 et 2012, mais j'en tire les conséquences et vous avez fait la même chose et vous avez continué. Vous avez supprimé... Non, pas du tout. On n'a pas du tout mis en œuvre cette politique-là. Mais si, vous avez mis en œuvre cette politique. Mais vous étiez Premier ministre, c'est un dialogue de sourds. On n'a pas mis en place une politique suffisamment ambitieuse de redressement de l'économie. On n'a pas touché aux 35 heures, on n'a pas touché à l'ISF, on n'a pas modifié la fiscalité du capital, on n'a pas été au bout du raisonnement qui permet de changer la dimension de notre système économique. Vous étiez Premier ministre de Nicolas Sarkozy. Si cette politique était aussi importante pour vous, la suppression des 35 heures, etc., pourquoi êtes-vous resté Premier ministre? Parce que j'étais le Premier ministre d'un président de la République qui s'était engagé devant les Français sur un programme, et ce programme, on l'a mis en œuvre. Voilà, il faudrait savoir, vous l'avez respecté ou pas? Bien sûr qu'on l'a respecté, mais ce n'était pas dans nos engagements. Autre détail, si vous le voulez bien. Dans vos économies, on a bien compris que la cible principale, c'était la fonction publique. Alors, vous voulez supprimer 500 000 fonctionnaires. Moi, je ne connais pas de fonctionnaires. Moi, je connais des enseignants. Je connais des infirmières, je connais des médecins hospitaliers, je connais des assistantes maternelles, des assistantes d'éducation, je connais des policiers, je connais des juges. Voilà, c'est ça, des fonctionnaires, ce sont des métiers. On en a vu tout à l'heure d'ailleurs dans le reportage. Vous n'avez jamais dit où vous alliez les supprimer, ces fonctionnaires. Il y a 3 fonctions publiques aujourd'hui.
Il y a la fonction publique territoriale. On a cru comprendre hier que vous reculiez sur ce projet. Pas du tout. Donc vous allez demander aux collectivités, sans avoir le pouvoir du tout de leur, finalement, de leur imposer cette réduction de la fonction publique territoriale, vous allez leur demander de réduire la fonction publique territoriale. Aujourd'hui, l'augmentation de la fonction publique, c'est dans les collectivités, vous le savez, c'est dans les communes et dans les intercommunalités. Donc je ne sais pas comment vous allez faire pour obliger ces communes et ces intercommunalités à diminuer leur masse salariale. Alors, il y a eu des explications tout à l'heure là-dessus, peut-être sur la fonction publique d'État. Je vais proposer aux collectivités locales un contrat sur 5 ans. Il y aura des conditions en matière de dotation, qui seront d'ailleurs meilleures que celles qui ont été pratiquées par le gouvernement actuel. Il y aura des simplifications, il y aura plus de liberté, et il y aura en même temps des objectifs d'économie. La question, vous posez la question comme si on avait le choix. Mais madame, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On a 100% d'endettement. Il y a 2200 milliards de dettes. Il y a 30 000 euros de dettes sur la tête de chaque Français. Et vous pensez que tout ça va continuer et qu'on peut faire les 32 heures, le revenu universel, la légalisation du cannabis, je préfère le revenu universel au bouclier fiscal. Un pays merveilleux je préfère qui le revenu continue universel de dépenser, au bouclier qui continue fiscal. d'augmenter la dépense publique et qui va vers une crise financière majeure. Voilà. Moi, je ne veux pas que mon pays soit soumis demain à une crise financière majeure. Donc, je propose aux Français un projet. Je sais que ce n'est pas un projet facile, mais c'est un projet réaliste. C'est un projet qui conduit à l'amélioration des conditions de vie des Français parce qu'il y aura du travail. Vous ne pouvez pas donner des leçons sur la dette publique, ni sur l'amélioration des finances publiques. Des solutions. Parce que le bilan que vous avez en tant que Premier ministre pendant 5 ans, il a été catastrophique. Avec une crise financière que vous avez juste oubliée. La dette publique a été multipliée par 2. Le déficit a considérablement augmenté, Monsieur Fillon, pendant que vous étiez Premier ministre. Et vous nous représentez aujourd'hui les mêmes solutions. Bouclier fiscal, cadeaux fiscaux pour les plus riches, ça va coûter beaucoup d'argent. Je propose d'aller beaucoup plus loin avec la suppression de l'ISF. Quant à la fonction publique, j'insiste, 500 000 fonctionnaires. Ça veut dire que vous ne remplacez aucun départ à la retraite dans les 5 années à venir. Il y a 1 million de départs à la retraite, madame. Pardon, où est-ce que vous allez les prendre? Non, il y a 105 000 fonctionnaires qui partent à la retraite chaque année. Non, parce que vous ne passez que de l'État, vous ne parlez que de l'État. Moi, je parle de ce sur quoi vous pouvez agir, monsieur Fillon. Mais pas du tout. En tant que président de la République, vous pouvez imaginez bien que je ne propose pas de supprimer 500 000 fonctionnaires dans la fonction publique d'État. Je l'espère. Mais dans cette fonction publique d'État, qui ne sera pas remplacé? Enseignants. Mais pourquoi est-ce qu'on vous raisonnez de cette manière? D'abord, ça fait 1,5% par an. Non, mais ça ne tient pas la route. Ça fait 1,5% par an. Deuxièmement, si on ne le fait pas, on ne réduira pas la dépense publique, on ne réduira pas le déficit, donc on sera contraint de le faire d'une manière qui sera une manière forcée. La troisième chose que je dis, c'est qu'on peut réorganiser la fonction publique, les fonctions publiques. Ne me dites pas qu'il n'y a pas, mais me dites pas qu'il n'y a pas trop de bureaucratie dans notre pays. Ne me dites pas qu'il n'y a pas, des services qui sont aujourd'hui, qui pourraient aujourd'hui être remplis d'une autre manière. Et enfin, je propose, et c'est pour ça que je propose 500 000, une augmentation du temps de travail de 35 à 39 heures. Avec l'augmentation du temps de travail qui permettra de réduire les effectifs de la fonction publique tout en améliorant les salaires des personnels du secteur public. Donc, soit vous augmentez le temps de travail et vous ne le payez pas. Ça sera une négociation, madame. Sinon, vous ne faites pas d'économie, monsieur Fillon. Mais si, parce que... Donc, vous ne pouvez pas dire à la fois que vous voulez faire des économies et en même temps... Mais non, avoir une discussion qui soit un peu sérieuse, quoi. Mais oui, mais c'est une discussion très sérieuse. Il y aura une négociation, Vous savez, on a vu un reportage tout à l'heure sur des infirmières. Sur les salaires, les conditions de travail, les perspectives de carrière. Et cette négociation permettra un accord gagnant-gagnant, des augmentations de salaire pour les personnels, les horaires étant calculés de manière annuelle, mais aussi des gains de productivité. On a compris vos divergences là-dessus. Un dernier point, peut-être Aurélie Filippetti, je crois que vous vouliez parler de santé. Je voulais parler aussi de santé, c'est d'ailleurs en lien avec les infirmières. On ne pourra pas faire travailler des infirmières davantage que ce qu'elles travaillent aujourd'hui, monsieur Fillon. Pourquoi? Ça, c'est impossible. Elles font beaucoup d'heures supplémentaires. Elles travaillent énormément et il est normal qu'elles soient payées plus quand elles travaillent au-delà de leur horaire de travail. Et sur votre point. Ce que vous voulez faire, en fait, c'est détruire la durée légale du travail. Ce que vous voulez faire, vous avez d'ailleurs souvent... C'est passé à 39 heures pour les personnels du secteur public. Non payés 39, sinon vous ne faites pas d'économie. D'abord, permettez-moi de vous rappeler que ces personnels travaillaient 39 heures il y a quelques années. Mais vous vous souvenez de ça? Ils travaillaient 39 heures et c'était pas insurmontable, c'était pas impossible.
Et le passage à 39 heures à 35 heures avait un objectif, c'était de créer des emplois. Mais aujourd'hui, elle travaille plus que 35 heures. Et vous le savez très bien. Travaille plus que 35 heures, et donc on doit pouvoir négocier un horaire à 39 heures. Elle travaille déjà beaucoup plus que 35 heures. Et l'ensemble des fonctionnaires, que ce soit les enseignants, les enseignants, les infirmières, travaillent plus que 35 heures, sans parler des policiers, bien sûr. Votre point sur la santé, Aurélie. Donc ça ne sera pas un grand problème de les passer à 39 heures. S'ils passent des... On a compris vos divergences là-dessus, je crois aussi. Maintenant, sur le droit du travail, vous prenez souvent l'exemple de Smart en Moselle. Il se trouve que c'est mon département et je connais bien ce qui s'est passé chez Smart. Ce qui s'est passé chez Smart, c'est un chantage à la délocalisation. Vous dites, après tout, les fonctionnaires, ils peuvent bien travailler comme les ouvriers de chez Smart, 39 heures payées 35. Non. C'est 37 chez Smart. Ce qui s'est passé chez Smart, c'est d'abord qu'on a dit à des gens dans une région où le taux de chômage avoisine les 20-25%, notamment pour les jeunes. On leur a dit, si vous n'acceptez pas le pistolet sur la tempe de travailler plus pour être payé la même chose que ce que vous gagnez à 35 heures, eh bien, on va délocaliser l'usine en Slovénie. Les syndicats, tous les syndicats, CGT, CFDT, se sont opposés à cette mesure. La direction a imposé un référendum. Et les ouvriers, vous le savez, Monsieur Fillon, ont voté contre cette augmentation du temps de travail. Les ouvriers ont voté contre. Les cadres ont voté pour. Les ouvriers ont voté contre parce qu'ils savent ce que ça veut dire chez eux, sur leur santé, sur les maladies professionnelles, sur la pénibilité que vous voulez supprimer. Pardon. La pénibilité tous les autres pays d'Europe, laissez-la terminer. Tous les autres pays d'Europe sont à 39 heures. Comment est-ce que vous pouvez dire que les conditions de travail sont insupportables en Allemagne, en Suède, en Finlande? Vous allez répondre. Écoutez, arrêtez de parler de l'Allemagne, parce que si nous étions en Allemagne, Monsieur Fillon, vous ne pourriez pas être candidat. En Allemagne, un candidat mis en examen ne peut pas prétendre aux plus hautes fonctions. Non, mais en Allemagne, je ne serais pas mise en examen, madame, parce que la justice ne se conduirait pas comme ça, et parce qu'il n'y a pas de cabinet noir. Parce que vous auriez respecté votre parole, Madame Merkel, vous ne vous seriez pas présenté. Elle ne manipule pas, Madame Merkel. Pas dans ce pays-là, justement. Écoutez, les règles démocratiques sont bien plus sérieuses. En Allemagne, les ministres démissionnent parce qu'on les soupçonne d'avoir fait un plagiat dans une thèse. Je n'ai pas fait de plagiat dans une thèse. Voilà. Mais en tout cas, sur le temps de travail, j'attire l'attention des téléspectateurs sur la destruction totale, que ça serait des garanties les plus élémentaires du droit du travail, la durée légale du travail, la pénibilité des métiers, et d'entendre que vous dites que des ouvriers qui travaillent à la chaîne n'ont pas des métiers pénibles. J'ai pas dit ça. C'est vraiment quasiment indécent, Monsieur Fillon. De François Fillon sur cette durée du travail. Il vous répond. Ce que je propose, c'est qu'il y ait dans les entreprises des négociations sur le temps de travail. Mais vous ne savez pas ce que c'est que la pénibilité du travail. Bien sûr.